C'est le bar de l'économie dans un instant avec Florence Sueur, vers 9h05 à peu près. C'est quoi la thématique aujourd'hui, Florence? Des hommes et des hommes, c'est ça. Il n'y a que des hommes en studio ce matin. Il y a beaucoup de femmes. On va parler de l'attractivité économique de Paris et de l'attractivité économique. Il faut bien articuler en plus. Hein. Et de l'intercommunalité. Qu'est-ce que l'intercommunalité? Qu'est-ce que l'intercommunalité? On va voter pour les représentants. C'est vrai. En mars? Non? 15 mars. Premier tour. 22 le deuxième. En même temps. Trois sites valoisiens ont officiellement été labellisés Maison France Service le 1er janvier dernier. Il s'agit des points information, médiation, multiservice de Cergy et de Gare de Sarcelles, ainsi que de la maison des services au public de Vigny. C'est pour lutter contre la désertification des services publics religieux en comptant plusieurs dans un même lieu. Il s'agit notamment de la poste. À quelle heure on prend ton antenne? Dans une minute. On prend l'antenne dans une minute. Vous êtes en retard aujourd'hui. Même avant. Vous êtes en retard. On est en retard. À cause du scotch. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je n'ai pas invité de start-up parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais sinon, en général, je reçois une start-up par jour. Donc Franck Marguin, si vous voulez m'en envoyer. Et je viens de me faire taper sur les doigts par Florence. Et oui, je suis désolé, j'ai un petit peu de retard. Donc je vais éviter de raconter ma vie maintenant. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Demain, il fera beau et dimanche, ce sera gris. C'est triste la vie quand même. Mais non, elle est belle, bien évidemment, en nous écoutant 24h/24 et 7 jours sur 7 sur la radio du bien-être. Le bar de l'économie, ça démarre dans un instant avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour Christophe, comment allez-vous? Comment Très, ça, très je vous bien. ai tapé sur les doigts? Mais non, c'est des grosses blagues. Mais oui, bien évidemment. On se fait des caresses, nous. Bah bien sûr. Enfin, le bar de l'économie dans un instant. On parlera encore et toujours des municipales. Elles sont à l'approche en mars prochain avec l'intercommunalité. On va surtout parler de Paris et de l'attraction économique de la région Île-de-France, donc Paris et sa région. Et puis oui, on va parler des élections, mais qui sont à la fois municipales et à la fois intercommunales. Et ça, les gens n'ont peut-être pas encore complètement identifié. Donc c'est bien de nous le repréciser. Merci beaucoup, très bonne émission. C'est le bar de l'économie tout de suite sur IDFM Radio Anguin. Bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle matinale. Quand même, il est bon. Hein. On y va, hein, il est bon. Bonne émission, amusez-vous bien. Merci Christophe. Merci, bonne journée. Il est fort, hein. Il est bon. Ne laissez pas faire. Du coup, Bon, c'est là que je me fais grève. Je fais grève. à ce moment-là, Christophe arrive en courant. Attention. Ah, le chat va arriver, il va rentrer. C'est pas grave, j'aime bien moi. C'est moi qui lui fais sortir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au direct du bar de l'économie. Aujourd'hui, nous évoquons l'attractivité de Paris et de l'Île-de-France. Et puis, nous allons parler effectivement des élections municipales et intercommunales. En fait, on va parler d'intercommunalité car aviez-vous noté que pour la première fois, enfin pour la seconde fois, je devrais dire, nous allons voter pour des élus qui sont à la fois au niveau des communes, mais aussi qui vont prendre des fonctions dans les intercommunalités de France. Et ça, cette année, pour la première fois, nous allons avoir un bulletin de vote qui va être divisé en deux, si je puis dire. Vous allez avoir une liste avec les élus pour les communes, et puis de l'autre côté, la liste pour ceux qui seront nos représentants à l'intercommunalité. Alors, vous pouvez toujours, bien sûr, interagir sur la vidéo live Facebook, page Bar de l'économie. Vous pouvez toujours nous écouter en FM 98.0 et de partout dans le monde sur notre web radio idfm98.fr. Vous cliquez sur la flèche bleue. Alors pour parler de tous ces sujets, eh bien j'accueille tout de suite Franck Marguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France depuis 2010. Vous êtes conseiller municipal à la mairie du 12e depuis 2014. Politiquement, vous avez rejoint les LR en 2014.
2010. Vous soutenez bien sûr Valérie Pécresse et vous avez quitté le Parti chrétien-démocrate en 2017. Alors vous êtes président de l'agence Choose Paris Région, anciennement appelée Paris Région Entreprise, et vous œuvrez également beaucoup dans le monde associatif, j'ai noté. Vous êtes de formation financière et vous êtes directeur général, managing director, comme on dit en anglais, d'une grande banque internationale. Alors ensemble, on parlera de l'attractivité de Paris et de sa région, donc de Choose Paris Région, bien sûr, du guichet unique de Paris, de cette agence. Et puis, on parlera bien sûr des élections à Paris, puisque vous représentez, j'imagine, dans le 12e. Absolument. Voilà. Je soutiens la liste de Madame Dati. Et puis, on aimerait également vous entendre sur l'Europe et le Brexit, qui arrive à grands pas le 31, enfin à grands pas, ça on verra ensemble, le 31 janvier. Voilà un petit peu les sujets que nous allons voir ensemble. À nos côtés, Nicolas Portier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'Association des communautés de France, des intercommunalités, comme on dit. Donc, auparavant, vous étiez consultant indépendant. Vous avez aussi passé quelques années à la DATAR. Et puis, vous avez rejoint la CDF, comme on dit, pour consolider l'intercommunalité et les métropoles. Et ensemble, bien sûr, avec notre autre invité du jour, Patrice Giraud, qui est directeur général des services de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée depuis 2016. Bonjour Patrice. Bonjour Florence, je suis le régional de l'État. Voilà. Vous gérez 18 communes, 185 000 habitants. Vous êtes aussi le premier vice-président du syndicat national des directeurs de services généraux, avec 4 000 adhérents, plus de 50% des DGS, des collectivités territoriales françaises. C'est pas rien. Et puis vous êtes bénévolement président de votre association des ingénieurs de votre ancienne école, c'est bien ça? Non, EDIL, c'est une association qui, depuis plus de 20 ans, est agréée par le ministère de l'Intérieur pour la formation des élus. Pour la formation des élus, voilà. Donc ensemble avec Nicolas Portier et Franck Marguin, eh bien, nous évoquerons l'intercommunalité, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et puis la nouvelle compétence, nos compétences bien sûr économiques. Mais tout de suite, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Alors, première info, eh bien, malheureusement, la grève continue. La RATP prévoit un trafic normal sur seulement 3 lignes de métro. Donc, soyez sur les applications pour suivre les trafics, puisque les autres métros sont fermés et seulement ouverts en heure de pointe. Voilà, 2 trains sur 3 aux heures de pointe sur le RER A et B. Combien va vraiment coûter la réforme des retraites à l'éducation nationale? Eh bien, Jean-Michel Blanquer vient d'achever ses premières discussions avec les organisations syndicales. Cette concertation sur les revalorisations promises va durer 6 mois. Le gouvernement s'est engagé à ce que les pensions des professeurs ne baissent pas et pour cela, il faudra augmenter les enseignants. Il a promis entre 70 et 90 euros net par mois, en plus pour les jeunes professeurs qui débutent, je le rappelle, à 1 600 euros mensuels. Il s'est donc engagé sur 500 millions d'euros de revalorisation pour 2021, mais pour compenser les effets négatifs de la réforme sur les pensions des enseignants, cet effort financier devra non seulement se renouveler, mais aussi s'amplifier chaque année jusqu'en 2037, pour que les profs concernés puissent partir à la retraite. Il est prévu donc que dans le budget annuel de 2037 soit mis environ 10 milliards d'euros de plus qu'aujourd'hui dans les rémunérations des enseignants. Le ministère a imaginé un processus cumulatif comme un escalier avec une première marche donc pour 2021 à 500 millions, à laquelle se rajoutera une nouvelle marche et une nouvelle enveloppe en 2022, puis etc. chaque année. Si l'on prend comme hypothèse que ce sera environ 500 millions à chaque fois, il faut savoir que ce qui est nécessaire pour que l'objectif final soit atteint, selon les syndicats, cela pourrait donner 1 milliard de revalorisation en 2022, 1,5 milliard en 2023, 2 milliards en 2024. Et quand on cumule toutes ces sommes, eh bien, le montant pourrait aller à 76 milliards d'euros, estime l'UNSA Éducation. Donc en comparaison, je vous rappelle que le budget annuel de l'éducation nationale, c'est 53 milliards d'euros. Le ministre de l'Éducation propose une loi de programmation pluriannuelle pour garantir cet engagement, mais il faudra que cette loi couvre toute la période concernée, c'est-à-dire 16 ans, un engagement qu'on n'a jamais vu pour un État. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Marguin ?
Je pense que l'impréparation de la réforme des retraites voulue par le gouvernement est consternante. On a fracturé le pays avec des inquiétudes, une très grande disparité en fait dans les propositions qui aboutit aujourd'hui à finalement garder des régimes très spéciaux, conserver des caisses sur des corporations qui avaient plutôt bien géré en fait leur espace, j'allais dire de solidarité que peut être la retraite, et on s'aperçoit que le coût de cette réforme va être absolument astronomique et que finalement le gouvernement et le peuple français a finalement bien réagi, puisque le gouvernement français ne disait pas la vérité, dans la mesure où en fait soit vous alliez avoir une diminution des pensions très considérable comme les professeurs, soit vous alliez comme les avocats être obligés de doubler le montant des cotisations. Or, on comprend pourquoi maintenant la préparation en fait de cette réforme retraite avait été laissée dans beaucoup de flou. On nous expliquait qu'en fait c'était parce qu'on voulait une concertation et le gouvernement se drapait dans une idée assez progressiste en disant mais tous les autres gouvernements d'autrefois vous proposaient une réforme et vous n'aviez qu'à l'accepter. Nous on fait différemment, on vous laisse nous proposer des applications et des méthodes. La réalité, c'est qu'en fait, ils sont incapables de trouver le financement. Donc je suis inquiet pour les déficits futurs, puisque vous savez aujourd'hui qu'un des grands renoncements du gouvernement de M. Macron a été la baisse des dépenses publiques. Les chiffres que vous annoncez sont terrifiants. Je me réjouis cependant pour les professeurs, s'ils peuvent être augmentés. Nous avons les professeurs les moins payés d'Europe, et nous avons surtout une désaffection du corps professoral pour ce métier, avec, si vous voulez, non seulement une non-reconnaissance financière, mais je crois que beaucoup n'étaient pas là pour une reconnaissance financière, mais justement pour un rythme, et surtout pour la place qu'ils avaient dans la société. Merci Cette place beaucoup. disparaît. Merci beaucoup Franck Marguin. Autre info du jour, le secteur privé français a créé 100 000, un peu plus de 100 000 emplois selon le résultat du rapport national sur l'emploi d'une agence suisse, l'agence ADP, qui, elle, est spécialisée dans l'étabbissement de fiches de paie. Elle enregistre donc cette création d'emplois, soit plus de 20 000 emplois par rapport à 2018. Ce sont les services aux entreprises et le commerce qui ont été les principaux moteurs de cette croissance, contribuant pour près de 50% à la création d'emplois. Cependant, le chômage structurel de longue durée demeure un défi majeur et le taux de chômage étant largement au-dessus de la moyenne européenne en France. Franck Marguin, vous voulez commenter ? Oui, deux commentaires. Tout d'abord, quels sont les emplois qui ont été réellement créés? Quelles sont la qualité des emplois? Sont-ce des emplois pérennes ou au contraire des exploitations par de grandes chaînes sur des contrats à durée très précaires, comme on le voit dans toute la livraison à domicile, l'ensemble de ces nouveaux métiers qui exploitent les gens sans aucune représentation ni syndicale, ni droit. Donc, première inquiétude. Et deuxième inquiétude... Pensez aux plateformes, par exemple. Je pense aux plateformes, je pense à toutes ces sociétés de livraison de nourriture à domicile, je pense à tous ces chauffeurs de taxi qui n'ont aucun droit. Enfin, je pense à toutes ces sociétés qui se précarisent et qui, pour moi, est un symbole de l'affairisme gouvernemental et qui nous amène dans une société de précaires qui n'est quelque part antinomique avec la culture de la France. Et puis le deuxième commentaire que je ferai, c'est qu'on compte 100 000, mais est-ce que c'est 100 000 nets ou est-ce qu'on a oublié dans ces chiffres le nombre de gens qui étaient partis au chômage cette année? Donc les chiffres annoncés me paraissent en fait très faibles. Merci beaucoup. Patrice Giraud, peut-être un petit mot, parce que ce qu'on ne sait pas sur les intercommunalités, ce qu'on oublie peut-être, c'est que vous venez d'obtenir la compétence du développement économique. On ne vient pas de l'obtenir, c'était la compétence de base des intercos depuis la création, et plutôt depuis les lois Chevènement. 3 chiffres peut-être pour illustrer les propos de Franck. Sur le territoire de Plaine-Vallée, qui est un territoire plutôt résidentiel, 11% de chômeurs. En 2018, 2611 créations d'entreprises. En parallèle, 1765 fermetures. Donc ça montre aussi que, et souvent, automatiquement, qui dit création, dit un faible nombre de créations d'emplois. Donc quand même, je note que c'est quand même un solde positif entre les fermetures. C'est un solde positif, parce qu'il y a un dynamisme, mais il y a aussi une forme de précarité. Nicolas Portier. Écoutez, nous avons en effet maintenant
25 ans à peu près d'expérience sur l'intercommunalité, son implication dans le développement économique. C'était un peu sa compétence première dans les lois de 92-99. C'était notamment pour éviter les concurrences entre les communes, avoir plus de solidarité entre les communes, d'arriver à mutualiser à l'époque la taxe professionnelle. Donc l'intercommunalité s'est structurée autour de ces enjeux de développement économique, historiquement, accompagné la création d'entreprises. Les lois récentes ont renforcé les compétences de terrain, je dirais, des intercommunalités en la matière. Nous sommes donc très impliqués dans ces questions de développement économique. Nous constatons quand même sur le territoire national une reprise des créations d'emplois, de fortes créations d'entreprises. Maintenant, il y a le sujet de la qualité de l'emploi, ce qu'a dit M. Marguin et je partage. Nous constatons dans un programme dans lequel nous sommes très impliqués avec le gouvernement et les régions, qui est le programme Territoire d'industrie. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Depuis 2-3 ans, on a stabilisation, même une légère reprise, c'est très fragile encore, des créations d'usines, d'établissements industriels et des créations d'emplois dans les secteurs industriels, après près de 20 ans d'hémorragie. Donc il y a quand même des signaux positifs. Mais le paradoxe, c'est que nous voyons en même temps des difficultés de recrutement, y compris dans des bassins d'emploi marqués par des taux de chômage élevés. Donc nous avons une sorte de reprise de la croissance bridée par, je dirais, une sorte de manque d'adéquation entre les offres offertes, y compris qualifiées, parce que dans les entreprises industrielles modernes, ce sont souvent des emplois qualifiés, et finalement les qualifications des chercheurs d'emploi, des jeunes. Donc nous avons un enjeu en effet de rapprochement des créations d'emplois possibles, des demandes, des attentes des industriels et des entrepreneurs en général, et des personnes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi. Et ça, c'est un défi collectif qui doit être traité dans les prochaines années. Merci beaucoup, Nicolas Portier. Autre info du jour, c'est le projet de loi 3D. Avez-vous entendu parler de ce projet de loi? Eh bien, 3D, ça veut dire décentralisation, déconcentration et différenciation. Le gouvernement va-t-il trouver une martingale pour les collectivités, puisque je vous rappelle qu'en communion avec le Sénat, les patrons des 3 principales associations d'élus dénoncent toujours des méthodes ultracentristes, je cite bien sûr, du gouvernement, notamment François Baroin, président de l'AMF, qui a dénoncé ces méthodes du pouvoir macronien. Il a dit, avant la présentation du projet de loi 3D, nous souhaitons, avec le gouvernement, nous entendre sur les 3C. Mais le ministre chargé des collectivités territoriales a annoncé que l'avenir institutionnel de la métropole du Grand Paris fera l'objet d'un chapitre du texte décentralisation, différenciation, déconcentration, annoncé par Sébastien Lecornu pour le 2e trimestre. Alors, que vont-on faire dans les régions capitales et avec quel argent? C'est là qu'on attend justement une décision. Nicolas Portier, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu ce projet de loi? Le projet de loi, la concertation s'est ouverte la semaine dernière avec Mme Gouraud à Arras. Il y a une réunion cette semaine à Agen. Il y a en effet une ouverture des discussions et puis une volonté affichée par le président de la République, le gouvernement, pour aller vers plus de décentralisation. Alors est-ce qu'on va vers une nouvelle grande réforme de notre organisation territoriale ou dans l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui vers davantage de compétences, de respect des compétences décentralisées dans les textes? Ça, c'est un peu la question. Notre association, donc des intercommunalités de France, elle plaide plutôt pour une stabilité de l'architecture institutionnelle, des périmètres de nos collectivités. J'aimerais juste passer un message, faire comprendre aux auditeurs à quel point nos institutions territoriales ont été secouées depuis maintenant une dizaine d'années, de la crise économique, le rapport de M. Balladur, du comité Balladur. Nous avons passé notre temps en réforme, en fusion, bien faite ou mal faite. Ça, chacun peut avoir son point de vue. En tout cas, il y a eu des pressions extrêmement fortes sur les élus dans les régions qui ont fusionné, dans nos intercommunalités qui étaient 2600, qui sont passées à 1250. Et il y a une demande assez forte de stabilité de nos institutions, d'explication au grand public. Et sur le fondement des compétences actuellement dévolues aux différents niveaux de collectivité, dans leur relation avec l'État, il y a certainement des progrès à faire pour peut-être mieux respecter les compétences décentralisées, ne pas réinterférer, ne pas fixer des objectifs en permanence dans les textes, les lois, vous imposer des contraintes, des obligations normatives aux collectivités, respecter en effet l'esprit de la décentralisation, continuer évidemment à clarifier les compétences entre les différents échelons, mais je pense que des progrès ont été accomplis ces 10 dernières années. En tout cas, il y a à la fois ceux qui veulent revenir sur les textes passés, ceux qui demandent plus de stabilité. En tout cas, il est possible, à travers ces notions de décentralisation, de déconcentration, le mot déconcentration est souvent mal connu, c'est plutôt les services de l'État. C'est à quels échelons se prennent les décisions. Est-ce qu'on renforce les services de terrain de l'État par rapport aux administrations centrales? Et puis cette notion de différenciation vient en effet
répondre à une demande de reconnaissance d'un certain nombre de spécificités de collectivités. Alors il y en a déjà, la région Île-de-France est particulière, l'Alsace, maintenant dans la grande région Grand Est, demande à être reconnue dans sa personnalité, donc on va avoir une fusion des départements d'Alsace. Nous avons déjà reconnu des singularités pour nos collectivités d'outre-mer. Et voilà, la question c'est est-ce qu'on va plus loin dans cette différenciation des modes d'organisation sur le territoire national, métropolitain, ultramarin, et ensuite dans l'exercice des compétences, est-ce qu'il peut y avoir en effet prise en compte de certaines spécificités. Donc le débat s'ouvre et on verra bien ce qui sortira de toutes ces rencontres qui s'organisent en ce moment dans les territoires. Merci pour cet éclairage, Nicolas Portier. Patrice Giraud. Oui, point d'observation. Le mot différenciation est intéressant, mais il peut faire peur en même temps. Même si c'est le bazar que les DGS ont du travail, mais aujourd'hui on est quand même dans une période où le millefeuille, qui est plutôt un crumble, est illisible pour le citoyen. Si ensuite, dans les règles du jeu, l'adaptation et la compétence est différente d'un territoire à un autre, le point d'interrogation et le point de vigilance, c'est de ne pas se faire plaisir par des textes et garder en permanence l'adéquation entre la loi et le citoyen. C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression quand même qu'il y a un éloignement malgré tout ce millefeuille administratif, c'est le sentiment en tout cas des citoyens. Franck Martin. Je voudrais rebondir sur votre description de la métropole de la région Île-de-France. Moi, je suis un peu inquiet parce que autant je comprends l'intérêt des métropoles quand les régions sont immenses et je fais référence par exemple à Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon a un sens puisqu'en fait elle a, par son équipement, son rayonnement, ses infrastructures, un rôle locomotive dans une région qui est effectivement à dominante rurale. Dans la région Île-de-France, la métropole est une fracture supplémentaire et toutes les intercommunalités justement et qui sont en dehors de la métropole vont avoir en fait un délaissement sur un certain nombre d'infrastructures. On va au contraire leur donner des infrastructures dont on ne veut pas à la métropole. C'est-à-dire en fait quelque part, ce seront les parents pauvres de la structuration de l'Île-de-France. L'Île-de-France est une petite région en termes de territoire. C'est une très grande région en termes de population, donc la notion de métropole n'y a pas la même, si vous voulez, importance. Je soutiens en fait Madame Pécresse dans son idée que la métropole devrait être en fait à l'échelle de la région, c'est-à-dire que la région, en fait comme Paris est la ville et le département du 75, et c'est tout à fait logique, je plaide pour que la métropole et la région en fait soient la même entité. Je ne conteste pas que le président Ollier fasse un très bon travail au niveau de la métropole, mais il y a très peu de moyens, il y a très peu de missions, et si le gouvernement s'entête à conserver la métropole, elle lance un signal très mauvais aux collectivités territoriales qui ne font pas partie de la métropole et qui déjà, on le voit, vous avez un vote des extrêmes, et notamment du Front National, plus vous arrivez dans la grande couronne, et la très grande couronne est celle qui est en plus grande fracture, alors que les niveaux de pouvoir d'achat ne sont pas forcément très différents, mais le sentiment d'exclusion est extrêmement fort, et j'appelle le gouvernement à modifier la compétence et surtout la territorialité de la métropole. On espère qu'ils vont vous entendre. Merci beaucoup pour votre intervention. Autre information du jour, c'est Nestlé qui annonce son intention d'investir jusqu'à 2 milliards de francs suisses pour passer des plastiques vierges au plastique recyclé destinés à conditionner les aliments et pour accélérer le développement de solutions d'emballage durables et innovantes. Ils vont réduire d'un tiers leur utilisation de plastique vierge d'ici à 2025, tout en collaborant avec d'autres acteurs. En fait, ils veulent faire travailler des startups pour faire avancer l'économie circulaire. Afin de créer un marché, ils s'engagent par conséquent à acheter jusqu'à 2 millions de tonnes de plastique recyclé à usage alimentaire et à allouer plus de 1,5 milliard de francs suisses au paiement d'une prime pour ces matériaux entre aujourd'hui et 2025. Voilà, un gage. Et puis, ils vont faire des recherches sur l'emballage. Ils vont développer un fonds de capital risque à hauteur de 250 millions de francs suisses pour d'autres emballages. Et c'est ce qui va leur permettre d'investir dans des startups. Nicolas Portier, vous êtes content, j'espère?
Oui, parce que nous sommes à la veille d'une révolution. Il y a une grande directive qui a été adoptée au niveau européen l'an dernier sur justement la réduction des plastiques à usage unique. Nous sommes un peu en train de le transposer, entre guillemets, dans le droit français avec un texte qui est en phase de publication, puisque sénateurs et députés se sont entendus il y a quelques jours sur la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui comprend d'excellentes dispositions sur un certain nombre de sujets. Il y a un sujet sensible, où là on a plus de réserve sur, même s'il y a eu un compromis entre nos associations et le gouvernement sur la possibilité de réintroduire une consigne, pas la consigne d'autrefois sur le verre, mais avec le réemploi, mais une consigne sur les bouteilles plastiques. Là, il y a un peu un désaccord pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Les intercommunalités, maintenant, il faut savoir, depuis 2017, sont les autorités organisatrices de la collecte des déchets partout. Absolument. Donc nous sommes un peu au premier rang de cette question, elle est très sensible. Nous essayons de réduire à la source nos consommations de déchets. Donc, le meilleur déchet, comme on dit, c'est celui qu'on ne produit pas. Après, il y a une part incompressible. Et puis, il y a aussi la qualité de ce qu'on met en marché, comme on dit. Et donc, il y a en effet des textes maintenant, des orientations pour encourager, la conversion de Nestlé est bienvenue, les industriels à investir dans la recherche pour avoir des déchets ou des produits éco-conçus, comme on dit, qui puissent être en effet, on commence à innover de manière extrêmement intéressante pour alléger bien sûr les emballages, pour repenser même les matières premières qu'on utilise pour les emballages. Et donc on est dans une sorte de révolution, c'est ce qu'en effet on appelle l'économie circulaire. Tout ça est un peu au début d'une aventure, mais elle est assez exaltante et il y a tout un écosystème créateur de croissance qui se met en place pour totalement transformer nos processus industriels. Merci beaucoup de l'avoir rappelé. Oui, c'est très, très important. D'ailleurs, je signale que nous avons la chance à Plaine Vallée d'avoir une possibilité de mettre tous les plastiques dans notre poubelle à tri et tous les cartons possibles et les boîtes de conserve. Et il faut faire ce tri chez vous. Franck Marlin. Oui, je voulais juste rebondir parce que dans cette histoire de Nestlé, comme dans beaucoup d'entreprises qui donnent des informations un peu marketing au départ, mais je les soupçonne de vraiment vouloir le faire. Hein, c'est pas... Enfin, on est sur l'intention. On va suivre, exactement. Il faut les suivre. Moi, je félicite quand même, c'est les populations. Parce qu'en fait, tout ce changement extraordinaire qui se passe en ce moment, et ce que vous soulignez, c'est une réalité, les pouvoirs publics sont imprégnés de cette difficulté, tous ces emballages qui s'amoncellent, qui sont effectivement aujourd'hui un vrai challenge. Ça vient quand même de la population qui a pris le sentiment et qui a pris à bras-le-corps l'idée de réformer un peu la manière dont on vivait, la manière dont on consommait, la manière dont on utilisait ou qu'on réutilisait. Et je trouve que là, on est dans une session gagnante-gagnante que je tenais pour une fois à souligner. Merci beaucoup pour votre commentaire. Autre info du jour, les États-Unis et la Chine signent un accord historique en vue de mettre fin ou de commencer à mettre fin à leur guerre commerciale. D'autant que ce conflit, je vous rappelle, a ralenti la croissance mondiale. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, ce traité qui entrera en vigueur dans un mois, la Chine s'engage à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des prochaines années afin de réduire le déficit commercial américain, qui était la revendication de la Maison-Blanche. L'accord contient également des dispositifs relatifs à la protection de la propriété intellectuelle et aux conditions de transfert de technologie, autre exigence de Donald Trump, qui a indiqué que les droits de douane punitifs frappant actuellement pour plus de 370 milliards de dollars de produits chinois seraient maintenus jusqu'à la phase 2 de l'accord, tant que celui-ci ne sera pas signé. Rappelons que ce conflit s'est matérialisé par des droits réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises depuis 2018 et qu'il a déjà durement affecté le monde agricole et l'industrie aux États-Unis. Franck Martin. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Tout d'abord que là aussi, on est dans le sens d'une amélioration sur la compréhension des phénomènes. Je suis un peu dubitatif sur les chiffres cités, me paraissent assez importants. À voir. À voir. En tout cas, on peut peut-être en profiter pour parler un peu d'Europe, puisque beaucoup se plaignent que nous serions à l'Europe les vassaux des Américains. Qu'est-ce que vous pensez, vous, déjà peut-être, par exemple, du contrat du CETA, et puis du fait que l'Angleterre nous quitte le 31 janvier Sur le contrat CETA, c'est un mauvais contrat.
je dois le dire, mais il ne le fait pas parce qu'il est volontairement fait pour pénaliser l'agriculture traditionnelle des pays européens qui essayent de la maintenir à coup de subventions et de politiques européennes agricoles, mais parce qu'en fait, les gens qui ont commencé à négocier ce contrat il y a plus de 20 ans maintenant n'ont pas pris en compte en fait les nouvelles dimensions que je citais juste avant sur la volonté des populations de manger plus sain, avec des circuits plus courts, avec des traçabilités plus réelles. Et ça, le CETA ne l'a pas pris en compte. Et ça, je pense que c'est une grande erreur, et c'est pour ça qu'il est encore pas ratifié, parce que nous avons besoin de rassurer les populations. Et le ministre Guillaume, que j'ai rencontré plusieurs fois, a conscience en fait de l'impopularité extrêmement forte de ce contrat. Mais dans ce contrat, je dois dire aussi à nos auditeurs qu'il y a des choses très importantes, parce que vous avez aussi des exportations nouvelles pour l'agriculture européenne qui sont permises par ce contrat, qui ne l'étaient pas avant, par tout simplement la baisse d'un certain nombre de taxes. Donc, si vous voulez, dans un contrat, c'est toujours quelque chose de gagnant-gagnant qu'il faut obtenir. Là où nous avons quelque chose qui n'est pas gagnant-gagnant, c'est que les normes qui nous sont aujourd'hui imposées par les populations, hein, c'est-à-dire en fait la volonté en fait de vivre une vie plus saine, n'est pas intégrée dans ce contrat. Voilà ce que j'ai à dire à ce contrat. Donc, il est en cours de modification sur un certain nombre d'articles. Je ne doute pas que l'on puisse arriver d'ici un délai court, ce qui en matière de contrat international fait au moins 1 ou 2 ans, mais c'est toujours des durées courtes, à obtenir quelque chose qui ait un sens. Sur le Donc Brexit, ça, ce serait une bonne nouvelle en fait. moi je pense que plus on fait du commerce avec les gens qui nous entourent, le plus on s'enrichit. C'est vieux comme le monde, en fait, si vous voulez. La grande réalité, c'est qu'il faut toujours échanger et toujours s'enrichir de ce que font les autres. Ce qui est aujourd'hui difficile dans la mondialisation et qui n'est pas accepté, et par des politiques que moi pas accepté non plus, c'est qu'on commerce avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles. Tout à fait. Donc là, c'est un peu difficile. Quand vous n'avez pas les mêmes droits sociaux, pas les mêmes retraites, pas les mêmes charges sociales avec des gens qui font du commerce avec vous et que vous n'avez pas de moyens, si vous voulez, de contrebalancer un peu cet écart de développement, il appartient quand même aux politiques de le faire. Et je suis pour le commerce, je suis pour l'échange, pour les relations internationales, mais pas au détriment de toutes nos forces vives qui, elles, par le biais quand même de dizaines, voire de centaines d'années de lutte, ont acquis quand même des protections, des droits sociaux, des organisations territoriales qui aujourd'hui sont quand même très sévèrement démantelées par tous ces accords qui ne prennent pas ça en compte. Donc ça, c'est la première chose. Je ne suis pas souverainiste, mais je ne veux surtout pas qu'on enferme l'Europe dans l'entre-soi. Je pense que les politiques européennes doivent prendre conscience, en fait, des pouvoirs réels qu'elles peuvent avoir pour amener nos partenaires commerciaux à rentrer sur un peu plus souvent nos règles que les leurs. Donc pour le Brexit, moi je pense que c'est un grand désastre pour les Anglais, parce que les politiques qui leur ont vendu le Brexit leur ont menti, et les populations de Manchester ou de Liverpool ou de Glasgow qui ont majoritairement voté pour le Brexit vont se trouver dans un monde demain qui sera un peu à l'équivalent d'un Singapour européen, où vous aurez des taxes très très réduites. Vous aurez une volonté de commerce international tous azimuts, qui est une caractéristique de l'Angleterre depuis des siècles, dans lesquels les pauvres gens, un peu à la Dickens, seront encore plus pauvres parce que plus exploités. Donc les gens qui ont fait voter pour sortir de l'Europe parce qu'ils avaient l'impression que la mondialisation les appauvrissait, parce qu'ils avaient l'impression que l'immigration européenne les appauvrissait, et qu'ils payaient trop d'impôts pour nourrir un certain nombre soit de fonctionnaires européens, soit de politiques européennes. Toute cette population-là à qui on a menti va être en fait la première perdante. Les grands gagnants en fait du Brexit vont être les libéraux, les hommes d'affaires, les business de start-up, tous ces gens qui sont très mondialisés, très instruits, très formés, très mobiles. Et eux, bien évidemment, le Brexit va être un énorme avantage pour eux, puisqu'ils vont retrouver une liberté d'action qui effectivement était un peu contrainte, mais heureusement, en Europe, on était dans une contrainte pour effectivement essayer de préserver les droits. Et j'en finirai sur un aspect culturel, mais qui est important pour moi, je ne vais pas monopoliser la parole, mais vous aviez aussi en Europe une notion de famille. C'est-à-dire qu'en fait, les Anglais étaient dans une grande famille que nous avions constituée à peu près sur les 2000-2500 ans qui nous séparent.
et qui petit à petit, avec des tas de soubresauts, des tas de guerres, des tas de meurtres, des tas de salissures, des tas de choses très très difficiles, on était arrivé à construire un monde dans lequel on voulait vivre en paix, faire des affaires, et que nos enfants, par Erasmus, par un certain nombre de facilités, circulaient en Europe et devenaient petit à petit des Européens, tout en restant très français, voire même bretons ou corse ou écossais, mais jouissaient d'une très grande liberté en Europe. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont quitté la famille. Ce sont un peu les cousins qu'on critiquait beaucoup, parce qu'ils avaient des droits particuliers en Europe, comme je disais à gauche, ils avaient une culture très particulière, très différente de la nôtre, ils avaient des exemptions, ils avaient réussi dans l'Europe à obtenir, si vous voulez, des avantages certains. Ils sont partis alors qu'ils étaient certainement les moins contraints. Je trouve que culturellement, c'est vraiment un désastre pour eux. Et pour nous, hein, bien sûr. On a un peu l'impression que vous nous décrivez le futur d'un retour au 19e siècle. Oui, moi je crois persuadé. Alors là, c'est exactement ça. Je suis persuadé, on en reparlera et j'espère que vous me réinviterez dans quelques années. Je suis absolument persuadé que les plus pauvres des Anglais seront beaucoup plus pauvres et que les gens les plus fragilisés, les moins instruits et les moins mobiles seront beaucoup plus inquiets et beaucoup plus exploités qu'ils ne sont aujourd'hui. Alors ça, j'en mets ma main à couper. Je vous réinvite volontiers, même dans un an, si vous voulez, pour qu'on fasse le point. Remplacera les Mexicains par les Irlandais et les Écossais. D'ailleurs, si les Écossais veulent s'en aller, ils ont bien compris. Et moi, je pense que, d'ailleurs, le Royaume-Uni a une forte probabilité d'éclater un jour, et là aussi, c'est pas un avantage. Allez, dernière info du jour, c'est Laurent d'une info importante, c'est Laurent Dujaric, délégué général de l'association Envol, qui prépare la rentrée de septembre 2020. Je vous rappelle que c'est une association qui s'occupe des personnes en situation de handicap, ça s'écrit HANVOL, et donc elle est en recherche de candidats, jeunes ou adultes, en reconversion professionnelle, motivés par les métiers industriels et intéressés par une formation en alternance, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, préparant à des métiers de l'industrie aéronautique et spatiale. Alors des exemples de métiers, eh bien opérateur, technicien, ingénieur, ajusteur, monteur, chaudronnier, soudeur ou soudeuse bien sûr, opératrice sur machine à commande numérique, bref. Il n'y a pas de limite d'âge pour la formation en alternance des personnes handicapées, à condition de bénéficier d'une reconnaissance de handicap au sens de la loi de 2005. Donc si ça vous intéresse, eh bien, il vous propose de venir les rencontrer à Paris pour l'emploi des jeunes, donc à Paris le 23 janvier de 10h à 18h à la Grande Halle de la Villette. Et puis sinon à Bonneuil en France, dans Val d'Oise, le 25 janvier de 10h à 16h, journée porte ouverte au CFA des métiers de l'aérien. Et puis aussi à Paris-le-Bourget, du 31 janvier au 2 février, de 10h à 17h. Tu reprends en musique. Tu reprends en musique. Non, on reprend. Au bar de l'économie, aujourd'hui, 2 thèmes sur IDFM, l'attractivité de Paris et de sa région Île-de-France, et puis l'intercommunalité. Alors, premier sujet, l'attractivité de Paris, région Île-de-France. Franck Marguin, vous êtes le patron, j'allais dire, de Choose Paris Région. Alors, expliquez-nous un peu cette agence qu'on connaissait sous le nom de Paris Région Entreprise. Pourquoi un changement de nom ? Alors, pour les auditeurs, cette agence, elle est en charge de l'attractivité de l'Île-de-France. C'est une agence importante puisque la région alloue un budget de plus de 10 millions d'euros par an. Donc c'est un très gros budget et nous avons à peu près 20% supplémentaires de financement extérieur. Nous essayons également de trouver des financements extérieurs. Donc c'est une agence importante, il y a 70 collaborateurs. La plupart sont des cadres qui sont en charge en fait d'accueillir les entreprises internationales qui souhaitent investir dans la région de France. Ça c'est l'objet. Alors pourquoi nous avons changé de nom ? Eh bien nous avons changé de nom parce qu'en fait nous pensons que nous sommes un territoire très international, puisqu'en fait notre clientèle est une clientèle internationale, puisque notre mission, dans le cadre du schéma directeur de l'Île-de-France, nous a confié en fait l'attractivité, et c'est-à-dire en fait aller à l'international pour expliquer en quoi la région Île-de-France est attractive, et nous avons pensé que le nom devait avoir une connotation internationale. On a eu un grand débat. Moi je suis très attaché au latin, puisque le latin est une très grande langue internationale, puisqu'elle est la mère de toutes les langues, anglo-saxonnes ou latines, et donc choose, c'est choisir,
Paris, c'est assez facile, les régions, c'est assez facile. Donc c'était à la fois quelque chose qui avait une connotation compréhensible dans toutes les langues latines, dans toutes les langues anglo-saxonnes. Les employés de Choose Paris Région, mais autrefois Paris Région, ont voté pour ce nom. Un certain nombre de noms étaient sur la table. Nous avons pensé qu'il était plus lisible à l'international. Et effectivement, quand vous étiez au Japon, par exemple, que déjà vous parlez au Japon de l'île de France, les Japonais ont tendance à vous demander où se trouve la mer, puisque pour eux, une île est entourée de mer. Et quand vous leur donnez Paris Région Entreprise, ils ne savaient pas exactement ce que voulait Enterprise. Donc on a quelquefois, sans s'en rendre compte, un déficit en fait d'image, parce qu'en fait la sémantique employée n'est pas la même à l'international. Donc Paris Region est le nom de la région Île-de-France à l'international. Nous avons 2 marques. Région Île-de-France en France, et à l'international, je suis Paris Region. Donc, Choose Paris Region avait bien évidemment une place naturelle dans notre marketing. Ça, c'est pour vous expliquer le changement de nom. Maintenant, notre mission. Eh bien, notre mission, elle est de développer, en fait, à la connaissance des investisseurs internationaux, tous les atouts de l'Île-de-France. Un exemple très concret, c'est le guichet unique. Lorsque le gouvernement Valls a décidé en fait de réunir les forces de l'attractivité, et notamment ce que j'appelle toujours de mes voeux le plus souvent, c'est de chasser en meute, puisque une grande caractéristique de la France, c'est toujours un millefeuille, c'est toujours des gens qui vont faire des actions un peu de manière indépendante, sans grande coordination. Là, l'État français, avec la présidente, donc Valérie Pécresse, la métropole, la ville de Paris, la Chambre de commerce d'Île-de-France, on a décidé de créer un guichet unique de manière à ce qu'on puisse répondre à toutes les demandes qui étaient faites par les investisseurs internationaux. Et ça, on l'a fait dans le cadre du Brexit. D'où mes inquiétudes sur le Brexit, parce que depuis le Brexit, je vois bien sûr de nombreux projets, puisque nous en sommes à presque 300 entreprises qui sont aujourd'hui soit parties, soit sur le départ, soit en installation. Donc ça se concrétise vraiment. Ça se concrétise. Il y a aujourd'hui plus de 3600 emplois qui sont créés à Paris. Vous avez dans les pipelines plus de 5000 qui vont arriver d'un instant à l'autre, et puis on table sur une dizaine de milliers d'emplois, uniquement en région Île-de-France. Donc vous avez Amsterdam qui nous concurrence, vous avez Dublin qui nous concurrence, ça c'est nos grandes villes de concurrence. Berlin, vous avez vu que Berlin avait attiré Telsat, donc l'entreprise de voitures électriques californienne. Ça n'a rien à voir avec le Brexit, mais ça a quand même tout à voir avec le Brexit, parce que ce qu'il faut bien expliquer à vos auditeurs, c'est qu'en fait le Brexit a 2 dimensions. La première dimension, celle pour laquelle nous avons beaucoup travaillé chez Choose Paris Région, c'est d'informer les entreprises anglaises qui avaient besoin d'un passeport pour travailler dans l'Europe, de venir s'installer sur le continent. Et donc, nous leur avons proposé de venir s'installer en Île-de-France. Ça a été un gros travail fait par la présidente Pécresse et par notre agence. Nous avons été de nombreuses fois à Londres. Nous avons envoyé 6000 courriers à toutes les entreprises, si vous voulez. C'est énorme. Oui, on a fait un très gros travail. Donc ça, c'est le premier volet, si vous voulez, que j'appelle du Brexit anglais sur le continent. Mais la partie la plus importante du Brexit, en fait, que personne aujourd'hui, moi y compris, ne peut déterminer dans son volume, c'est en fait la nécessité d'être le nouveau terrain d'atterrissage des affaires européennes en région Île-de-France. Puisque finalement, qu'est-ce qui se passait jusqu'à maintenant? L'Angleterre, par une histoire très longue internationale, par l'anglais, qui est une langue très facile, par un côté très business, très affaires, très simplificateur, si vous voulez, était la base naturelle d'installation d'une entreprise qui souhaitait développer son business en Europe. Et donc, on s'installait à Londres, et depuis Londres, on ouvrait éventuellement des agences, des établissements dans différents pays du continent européen. Cette arrivée naturelle est stoppée. Et par exemple, Telsat, ce serait il y a 3 ans, d'ailleurs je le sais, poser la question de venir s'installer en Angleterre. Or, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc, nous avons un gros travail, et c'est pour ça que la présidente Pécresse est très vigilante sur l'attractivité, et je la remercie bien sûr au passage de la confiance qu'elle me fait de me donner cette responsabilité. C'est en fait un volant mondial d'affaires qui a besoin en fait de venir s'installer en Europe et qui doit choisir la ville qui sera sa base. Et donc, je suis en concurrence aujourd'hui avec Francfort, avec Milan, avec Barcelone, avec Amsterdam, avec Berlin.
Et la concurrence est vive. Bien sûr. Et je suis aussi en concurrence, mais ça c'est une concurrence beaucoup plus amicale et plus facile, avec Lyon, avec Marseille, avec Bordeaux. Souvent quand j'ai des concurrences avec des villes comme Marseille ou Bordeaux ou Le Havre, ce sont des nécessités portuaires. Hein. On a bien sûr une vocation aussi de portuaire en France, qu'on a quand même une côte maritime très forte. Donc on voit bien, si vous voulez, tout l'intérêt d'une agence d'attractivité pour essayer de développer les atouts. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi, par exemple, je vais très souvent dans les pays comme en Asie, en Chine, en Corée, au Japon, mais je vais aussi beaucoup aux États-Unis ou en Amérique. C'est expliquer en fait aux entreprises, aux investisseurs, les atouts de l'Île-de-France. Et en 3 mots, ils sont très très importants. Tout d'abord, nous avons un pool de talents gratuit. Et en France, lorsque les gens comparent les coûts salariaux, ils disent oui mais c'est beaucoup plus cher. Oui mais enfin pour le prix vous avez vos enfants qui vont à l'école gratuitement et qui vont à l'université gratuitement et qui peuvent devenir docteurs gratuitement. Et ça pèse dans la balance Ça quand vous pèse discutez de avec manière les entreprises très internationales. considérable. Et c'est ce que j'explique parce que si vous Et voulez... nous on s'en rend plus compte. Hein. Non, les clichés si vous voulez auxquels je dois faire face, c'est que nos concurrents anglo-saxons ou allemands disent oh là là n'allez pas en France, regardez les charges sociales payées par... les employeurs. Oui, mais enfin, dans ces charges sociales, quand vous expatriez des cadres sur le territoire français ou que vous expatriez des cadres sur le territoire anglais ou sur le territoire allemand, vous devez rajouter des mutuelles de santé, des paiements d'école ou des paiements de faculté que vous n'avez pas, si vous voulez, dans le système français, qui est quand même un gros avantage. Et donc, ce pool de talents, qui est aujourd'hui, nous avons en Ile-de-France, et ça c'est un chiffre assez important, 30% des PhD, donc des doctorats d'Europe. Nous avons les meilleures formations d'ingénieurs. Nous avons les meilleures formations d'écoles de commerce. Je veux parler bien sûr d'INSEAD, de l'ESSEC dans le Val d'Oise que vous connaissez bien, d'HEC, qui sont de très très grandes écoles reconnues à l'international. Et donc ce pool de talents est quelque chose qui fait bien sûr vibrer de manière très considérable les directions de ressources humaines des grands groupes internationaux. Puisque la recherche des talents, surtout avec l'intelligence artificielle, est quelque chose de plus en plus rare. La deuxième chose, c'est l'offre internationale d'éducation. Quand nous sommes allés à Londres avec la présidente Pécresse, nous avons compris qu'un des grands critères d'installation d'une entreprise dans un territoire nouveau, c'était sa capacité à offrir aux enfants des cadres des formations dans leur langue d'origine. Et nous avons ouvert, depuis donc, notre arrivée à la région, un lycée international à Courbevoie. Nous avons multiplié par 3 l'offre de cours de langue dans les écoles, c'est-à-dire que vous allez sur le site de la région de France et vous recherchez, donc, par exemple, vous êtes brésilien, donc vous cherchez brésilien, portugais. Dans quelle école primaire vous pourrez avoir des enfants qui auront des enseignements en portugais et éventuellement des écoles portugaise ou italienne. Donc on a beaucoup travaillé sur l'offre d'éducation internationale. Et puis, je rappelle, mais ça aussi les franciliens en ont conscience, dans les moments de grève, c'est la qualité des infrastructures. Parce que vous voyez bien, quand elles sont en panne, les grandes difficultés que nous avons tous. Et c'est aujourd'hui un des réseaux les plus denses des grandes métropoles européennes, avec un équipement de très grande qualité, même si on le critique beaucoup, mais les RER sont à l'heure, même s'ils sont souvent en retard, mais quand on prend des moyennes, si vous voulez, internationales, parce que moi je fais des comparatifs, vous avez une infrastructure de transport qui est bonne, vous avez des pôles de recherche, des pôles de spécialisation, comme les pôles santé du côté d'Ivry, mais les pôles du cinéma dans le nord de Paris, ou du tourisme ou du côté de Marne-la-Vallée, ou de l'automobile vers Poissy, des pôles de technologie dans lesquelles vous avez de nombreux acteurs. L'aéronautique en Val d'Oise, par exemple. L'aéronautique en Val d'Oise, vous savez que la région Île-de-France est la première région française pour l'activité salariée aéronautique. On a toujours l'impression que c'est Toulouse, et bien non, c'est l'Île-de-France. Voilà, alors justement, comment s'articulent les relations entre Paris & Co, par exemple, Paris Choose Région, et puis le CEVO? Alors, ça c'est très simple. Paris & Co, si vous faites référence à Paris & Co, ou Paris Capital Économique, parce que vous avez Paris & Co qui est l'ancienne agence de développement économique du département de Paris, voilà, comme le CEVO, enfin Paris & Co c'est équivalent au CEVO. Paris & Co maintenant a décidé comme les agences départementales ont perdu en fait la compétence économique, donc Paris & Co s'est développé dans le
comment dire, la promotion des start-up, la promotion d'un, si vous voulez, d'un dynamisme parisien autour des grands incubateurs comme celui dans le 13e de M. Niel. Vous avez une grande volonté de Paris & Co de faire, si vous voulez, un peu de Paris à la place dynamique. Le CEVO, lui, a opté pour une position un peu différente. D'abord, il travaille beaucoup avec nous. Oui, vous avez signé un contrat l'année dernière avec eux. On a signé un contrat de partenariat. Et lui, le CEVO, s'occupe beaucoup plus d'essayer, si vous voulez, de promouvoir toutes les aides de la région au sein du tissu industriel, économique du Val d'Oise. Donc, il fait quand même un peu de développement économique, mais il ne fait pas du développement économique au sens où la loi l'interdit, il fait plutôt du développement en tant que relais de la région. Donc, il a un rôle majeur. Moi, je travaille très très bien avec Jean-François. Ce sont des gens très compétents, qui sont vraiment de grande qualité, et qui ont bien trouvé maintenant leur espace, si vous voulez, du coup, avec la nouvelle loi d'organisation du territoire. Alors on a bien compris ce guichet unique que vous avez expliqué qu'offre Choose Paris Région pour les entreprises. Par contre, j'ai noté que vous faites aussi beaucoup de programmes, si je puis dire, pour les entreprises françaises et étrangères. Donc j'ai noté Start-up, que vous voulez devenir une Start-up région, enfin pour Paris et l'Île-de-France, c'est bien ça. Et puis il y a aussi le programme InnovUp Proto, qu'on connaît peut-être moins, et le programme, j'aimerais bien qu'on en parle, IA 2018, enfin c'était IA 2018, je suppose qu'il y aura IA 2020, je ne sais pas. Oui, absolument. Ce sont des outils, qu'est-ce que c'est Alors, plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Dans les processus UP, comme InnovUp, Proto-UP, ce sont des aides de la région. C'est-à-dire que ça n'est pas directement en fait Paris Région Entreprise, donc notre ancien nom Choose Paris Région aujourd'hui, qui est en fait distributeur de ces offres. Nous, simplement, c'est une boîte à outils pour nous. Par exemple, si des entreprises étrangères veulent soumissionner leurs projets dans le cadre de Prototype, on a, nous, la mission de les diriger sur les aides de la région, et c'est vraiment un outil très fort pour nous. Comme InnovUp, c'est un outil très fort pour nous, parce qu'on peut dire à des entreprises internationales, parce que la région Île-de-France a décidé, bien que ce soit de l'argent public français, de mettre à disposition des aides dès l'instant où les gens viennent innover sur le territoire francilien. Les conditions, c'est que vous veniez développer votre prototype pour Prototype sur le territoire francilien, et dans le cas d'InnovUp, c'est que vous continuiez à développer votre entreprise autour de l'innovation sur les territoires franciliens. Donc, l'argent public francilien est bien dépensé pour l'emploi francilien, mais par contre, complètement ouvert, si vous voulez, à d'autres entreprises internationales. Et c'est là où nous, Choose Paris Région, nous intervenons. Donc, pour moi, ce sont des outils. D'accord. Donc, en fait, il faut inviter les entreprises à non seulement contacter Choose Paris Région pour s'installer, et deuxièmement, utiliser les outils que développe la région. Et honnêtement, dans les régions internationales, comme je vous l'expliquais, les régions métropoles, Barcelone, Milan, ça, on est vraiment... là, la présidente Pécresse a vraiment pris ça à bras-le-corps, et je dois dire qu'on a une vraie politique, si vous voulez, d'attractivité des entreprises innovantes. Parce que nous, ce qu'on recherche chez Choose Paris Région, moi, je suis très intéressé à attirer, si vous voulez, de l'emploi pérenne, pas des emplois précaires, pas des emplois pas qualifiés. Je n'ai rien, bien évidemment, contre. Il n'y a pas de mauvais métier dans ma vie. Mais je ne vais pas dépenser de l'argent public, si vous voulez, pour attirer Starbucks et des vendeurs de Starbucks. Parce que ça, je trouve que l'emploi des impôts des franciliens serait quand même très mal utilisé. Starbucks, d'abord, n'a pas besoin de nous. Et puis, ils ont des méthodes de recrutement, ils ont des méthodes de formation. Quand je cite puis on a besoin d'industriels sur votre micro, mais il n'y a pas de critique ou d'allégeance de ma part. C'était pour citer un exemple. Il y a des grands groupes internationaux qui n'ont pas besoin d'emplois qualifiés, qui recrutent sur place et dont je n'ai pas à intervenir. Moi, ce que je recherche chez Choose Paris Région, c'est ma mission, c'est de l'emploi qualifié pérenne. Ça, c'est très important. Et le guichet unique pour ça, on a toute une politique d'accompagnement. Par exemple, nous avons gagné l'Agence européenne de banque. L'Agence européenne de banque, qui était donc à Londres, est venue s'installer en Europe et a choisi la région Île-de-France après une concurrence acharnée avec Dublin et Amsterdam. C'est nous qui l'avons obtenu. Mais il a fallu, par exemple, qu'on propose la formation des conjoints en français. Et aujourd'hui, Choose Paris Région a toute une activité de formation à l'anglais des conjoints de l'agence française. Ouais, c'est un exemple très concret. Mais on ouvre des comptes en banque, on fait en sorte, si vous voulez, de les aider à trouver des logements. Bien sûr, on travaille avec toutes les agences immobilières, enfin les services immobiliers des grands acteurs immobiliers pour des bureaux, mais aussi pour des appartements. Enfin, on a vraiment un rôle d'accompagnement et d'installation, si vous voulez, des entreprises internationales. Maintenant, pour l'IA.
L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Alors ça, la région Île-de-France, sous l'impulsion de la présidente Pécresse, a développé tout un programme en fait, autour de l'intelligence artificielle. Donc d'abord, des concours dotés de plusieurs millions d'euros. Et ça, je dois dire qu'on est la région au monde la plus innovante en matière d'intelligence artificielle. Et elle a fait rentrer, si vous voulez, dans tous les services de la région, une demande express de développement en fait, de l'innovation autour de l'intelligence artificielle. C'est le Pass Navigo, si vous voulez, sur les smartphones. C'est toute une industrie. C'est le Vélib. Vous savez qu'on a créé oui, on a parlé, des vélos franciliens qui ne sont pas les mêmes vélos jusqu'au mois de février, on peut même sont avoir bien évidemment au cœur de l'intelligence artificielle, parce que vous avez une puce sur votre téléphone, vous pouvez le conserver 6 mois, il vous donne l'ensemble des trajets, l'ensemble de votre utilisation, vous pouvez, on peut normalement pas le voler, enfin, on peut toujours voler, mais il est très sécurisé, tout ça au cœur d'un programme, si vous voulez, que la région a mis en place autour de l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que le plan intelligence artificielle a une très grande renommée mondiale, puisque nous avons eu un très grand succès dans le concours en fait, que nous avons mené. Nous avons eu 2 lauréats qui ont été des boîtes internationales sur l'ensemble des lauréats que nous avons eu. Donc c'est un concours qui a été ouvert, si vous voulez, à l'international. Voilà. Merci beaucoup pour ce panel, donc Franck Marguin de la région Île-de-France, à la fois sur Choose Paris Région et sur l'intelligence artificielle, dont on relaye d'ailleurs bien souvent, puisque j'étais allée au salon des startups organisés par la région Île-de-France. On reprend tout de suite, hein. On ne fait pas de pause. Bassim, fais une... Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est quoi ça? D'accord. Tu veux dire musique? Donc musique 1 minute, on fait 1 minute de pause. Non, j'avais dit pas de pause, mais ça fait rien. C'est pas grave. Non, mais tout à l'heure tu m'as fait... On fait une petite musique et puis on reprend dans 1 minute. Voilà, on a 1 minute de... De toute façon, il faut respirer un peu là. Ouais, c'est vrai. C'est Il fait très chaud, oui, C'est chaud, il faut sortir. Vous avez une belle cuillère. Ouais. C'est le cinéma. Ah bah oui. C'est pire que cet été là. Qu'est-ce qui se passe? Je ferme. Bah non, on ferme pas. Pourquoi? Je vous laisse ouvert. Ah bah ouais. Oh oui. Combien de temps il nous reste? Pour? Bah là, on va reprendre. Hein. Allez, on reprend. Attendez, je fais. Moi, je vais en faire une aussi. Vous voulez me la faire? Est-ce que vous pouvez tous vous regrouper, ça vous embête pas pour la photo? Je n'interviens pas. Pourquoi? Je sais pas. Ah, je peux l'avoir sur la photo quand même. Non, mais toi, Un devoir de réserve. t'exclus, toi, les gens qui interviennent pas sur l'antenne. Il n'y a que les gens qui interviennent sur l'antenne sur la photo. C'est ça l'élitisme. Non, je plaisante. Non. Bon, un petit sourire pour la photo. Ah. Rapprochez-vous. Non, mais Pardon, ça va, excusez-moi. ça va. Mais si, il faut qu'il soit Vous n'avez collé. pas des grands angles? Bon, allez, on y va. Merci. Qui est l'artiste, Philippe? Clara Vous l'avez Luciani. pas reconnu? Je sais plus. Clara Luciani, Ah oui. ma sœur. Ma sœur, ça s'appelle? Et dans le clip, il y a sa sœur. Ah bon, d'accord, super. Allez, faut qu'on reprenne, on a beaucoup de choses à dire, nous. Trop de choses à dire. Mais Allez, si on y j'étais va. pas là, comme je te dis, tu t'ennuierais. Alors. Attention.
Nous voici de retour au bar de l'économie après cette respiration musicale avec Clara Luciani que vous avez reconnue et son extrait du titre Ma sœur. Aujourd'hui, nous parlons donc attractivité de Paris et de sa région avec Franck Marguin. Et puis nous abordons maintenant notre second sujet du jour, l'intercommunalité, avec Patrice Giraud et Nicolas Portier. Alors pour la première fois, la seconde fois en fait, mais pour la première fois sur les bulletins de vote, vous allez voir deux listes bien séparées entre les élus aux communes et les élus des communes qui vont nous représenter au niveau de l'intercommunalité. Nicolas Portier, vous êtes délégué général de l'Association des communautés de France, donc des intercommunalités, et Patrice Giraud, vous êtes le directeur général des services de la communauté d'Aglo, comme on dit, Plaine Vallée. Alors, combien y a-t-il d'intercommunalités en France, Nicolas Portier? Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, depuis les réformes territoriales des dernières années, 3 lois successives, 2010 sous le gouvernement Fillon, puis ensuite 2 lois sur les métropoles en 2014, puis ensuite la fameuse loi NOTRe de 2015, sans parler de la loi spécifique sur les fusions de régions. Donc tout ce Big Bang territorial a fait qu'il y a eu des fusions en très grand nombre d'intercommunalités, achèvement de la carte, des spécificités qu'il faut évoquer au sein de la métropole du Grand Paris, et qui pose un certain nombre d'interrogations, puisqu'il y a 2 échelles d'intercommunalité qu'il faudra expliquer. Nous sommes maintenant à 1250 intercommunalités, en moyenne à peu près 50 000 habitants, avec une extrême diversité entre une vingtaine de métropoles, certaines avec des statuts très particuliers, notamment celle du Grand Paris, des métropoles qui ont des compétences stratégiques majeures, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Je avoue qu'on devrait faire plus simple à terme en termes d'appellation. Nous allons de plus en plus parler des intercommunalités de France, mais toutes se caractérisent maintenant dans les communes de plus de 1000 habitants, c'est-à-dire la majorité des communes un peu du Grand Paris, voire de l'Île-de-France. En effet, lors des scrutins des élections locales, municipales et intercommunales, sur le même bulletin, vous aurez la liste municipale et parmi cette liste, un certain nombre d'élus, dans une liste qui figurera à droite, qui ont vocation à être candidats pour rejoindre l'Assemblée de l'intercommunalité. Et c'est normal parce que nous avons de plus en plus de compétences, des prérogatives fiscales également, qui sont exercées au niveau intercommunal. Alors, si j'ai voulu qu'on fasse un sujet aujourd'hui sur ce thème, c'est parce que nous votons le 15 mars aux élections municipales et intercommunales, et je pense qu'il est important pour les auditeurs qu'ils comprennent bien justement à quoi sert finalement et qu'est-ce qu'une intercommunalité, parce qu'on vous connaît sous plusieurs noms. Alors, agglomération ou agglo, métropole, communauté de communes, c'est quand même très compliqué tous ces mots. Je reconnais, donc c'est pour ça que le mot, pour nous, le plus simple, c'est les intercommunalités. Donc il y a des statuts différents. Elles ont en effet quelques particularismes pour tenir compte, et c'est sans doute ces particularités qui a permis à la France de s'organiser à son rythme, parce que ce dont nous parlons là, c'est de la vieille histoire dans un certain nombre de territoires. Les premières communautés urbaines, c'est le général de Gaulle. À Lyon, à Lille. Ça, on l'a oublié. Oui, on l'a oublié. Enfin, c'est un peu le modèle qui a ensuite inspiré, parce que la France tient ses communes, mais on en a 35 000. Et il y avait, lors des débuts de la décentralisation, beaucoup de rivalités, beaucoup d'inégalités de moyens entre les communes. Donc on a trouvé une formule à la française, peut-être complexe, mais qui fonctionne, K1, KA, pour avoir gardé nos maires auxquels nous sommes attachés, nos équipes municipales, très près du terrain, mais les inviter un peu à coopérer dans des structures et qui ont avancé au fil du temps avec des incitations, des encouragements, et puis ensuite de plus en plus d'obligations de rejoindre des intercommunalités de ces dernières années. Donc nous avons des statuts différents, des maturités de ces institutions qui sont assez différentes. L'Île-de-France est rentrée assez tardivement dans le mouvement, même s'il y avait l'expérience historique des syndicats d'agglomération nouvelles qui ont changé de nom, mais qui ont fait les fameuses villes nouvelles de l'Île-de-France. Et alors on a en effet maintenant une couverture complète de la France à travers ces différentes catégories. Et merci à des émissions, à des radios comme les vôtres, de faire un effort d'explication au grand public, parce que maintenant ces intercommunalités sont rentrées quand même dans le quotidien des entreprises d'abord, on y reviendra, mais aussi de nos concitoyens à travers la gestion d'un certain nombre de services publics du quotidien. L'Île-de-France est particulière avec Île-de-France Mobilité, mais partout ailleurs, c'est l'intercommunalité, les agglomérations, les métropoles qui gèrent les métros, les bus, les tramways, les transports, la collecte des déchets, demain de plus en plus l'eau et l'assainissement, les grandes compétences en matière d'environnement, les plans maintenant énergie-climat qui vont compter de plus en plus. Nous avons reçu aussi une compétence stratégique qui inquiète un peu les élus pour gérer les milieux aquatiques et la prévention des inondations, donc des compétences dans l'environnement qui sont renforcées, des compétences économiques majeures pour accueillir
Parce qu'une fois que les régions ont bien fait leur travail sur l'attractivité, il faut loger les salariés, il faut accueillir physiquement des entreprises, donc trouver des fonciers adaptés, requalifier des zones d'activité. Ça, c'est le cœur de métier des intercommunalités. Alors, quand on dit foncier, ça veut dire des terrains, hein, il faut expliquer. Et bien sûr, les fonciers, c'est bien sûr les terrains, et on a des enjeux devant nous. On veut moins consommer de terrain à juste titre, mais il va falloir trouver toujours des solutions pour des nouvelles entreprises, pour loger les personnes. Le problème d'attractivité demain de l'Île-de-France, ça sera les coûts de l'immobilier, du foncier, qui posent quand même des problèmes sur toutes les catégories intermédiaires, et on va avoir un problème de rétention même des salariés. Il y a un certain nombre de sondages qui montrent que les cadres ont envie de partir de l'Île-de-France, donc on a aussi quand même des sujets dans notre région à la fois d'attractivité, mais c'est un peu les deux mêmes choses, de rétention des entreprises et de qualité de vie maintenue dans la région. Donc les intercommunalités s'occupent de toutes ces problématiques. De plus en plus, elles ont en charge également les plans locaux d'urbanisme. La moitié des intercommunalités de France maintenant ont la responsabilité sur les arbitrages qu'il y a à faire sur la destination des sols. Voilà les grandes compétences, mais il y en a d'autres qui sont également le financement en commun des grands équipements culturels, sportifs, des grands stades, des équipements, des théâtres, des opéras. Donc nous avons aussi des interventions sur tout ce qui va être les réseaux, les voiries. Donc les intercommunalités maintenant gèrent à peu près un tiers de la dépense de ce qu'on appelle dans notre jargon le bloc communal, car nous n'opposons jamais les communes aux intercommunalités, ce sont les mêmes élus. De plus en plus, ce sont un peu les mêmes agents qui se mutualisent entre les communes et les intercommunalités. Ce sont un peu les mêmes impôts qui sont partagés entre communes et intercommunalités. Donc c'est pour ça qu'on parle plus d'un dédoublement de la commune que d'une strate supplémentaire. Alors justement, on va demander à Patrice Giraud comment ça fonctionne, une intercommunalité, quels sont les enjeux finalement, parce qu'on sait bien qu'il faut réunir pour vous ces 18 maires finalement que vous réunissez en assemblée. Donc j'imagine que les négociations ne sont pas toujours peut-être faciles, ou parce qu'il faut mutualiser, comme a dit Nicolas Portier, les équipements. Mais je pense, pour rebondir sur les propos de Nicolas, qui a une vision nationale, il y a une spécificité quand même sur l'Île-de-France, c'est qu'en général, quelle que soit l'intercommunalité qui s'est constituée, déjà depuis 2016, par rapport aux créations d'origine, on n'est plus sur un mariage d'accords communs, mais on est plus sur un mariage qui a été imposé par une reconfiguration de territoire en termes de population. Dans le cas spécifique de Plaine-Vallée, il a fallu atteindre le seuil des 200 000 habitants, ou par dérogation un peu moins, d'où les 18 communes. Un choix, puisque en 2016, on est passé d'un territoire de 25 km² et 120 000 habitants avec 9 communes, à un territoire de 75 km² avec 185 000 habitants et 18 communes. Mariage de raison, donc. C'est plus le mariage d'argent et le mariage d'amour des premiers temps. Pas beaucoup de changements au niveau des élus, 61 élus, 18 maires. Et l'autre spécificité par rapport à ce que disait Dominique, c'est que la spécificité de l'Île-de-France, c'est qu'il n'y a pas de ville-centre. Il n'y a pas de ville-centre chez nous. Donc il n'y a pas un dominant, comme on peut le rencontrer encore en province. Je prends toujours l'exemple de nos voisins, qui sont certainement les mieux organisés de l'Île-de-France, de pleine commune autour de Saint-Denis et sous l'égide de Patrick Braouzek, où jamais il n'est venu à l'idée de Patrick Braouzek, qui pilote cette grosse intercommunalité, de considérer que le maire de Saint-Denis était beaucoup plus important que le maire de l'île Saint-Denis. Donc ça, c'est une spécificité importante. C'est ce qui nous convenait très bien jusqu'à ce que la loi ne nous permette plus, oui, parce qu'on peut de considérer qu'on pouvait mettre autant de sièges par commune, quelle que soit la taille de la commune. Et ça ne pervertissait en rien les travaux de l'Assemblée. Aujourd'hui, on est rentré dans une logique où les plus petites communes ont un siégeant, les plus grosses ont jusqu'à 7 siégeants au sein de l'Assemblée. Ça n'a rien changé objectivement. Mais ça traduit bien l'état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit, c'est... Luc Straiano, le président de l'Aglo, dit toujours que l'Interco procède des communes. On est le bras armé des communes. Alors quand on dit on est le bras armé, ça veut dire qu'on est le bras armé aussi pour mener des politiques publiques que les communes n'ont pas individuellement le moyen de conduire. Mais finalement, ça veut dire que c'est aux communes de vous demander des choses, ou est-ce que c'est vous qui proposez? On vient de recevoir les nouveaux statuts suite aux dernières modifications législatives. On a 10 compétences obligatoires. Alors quelles sont-elles? Rappelez-les-nous. L'économie, l'aménagement du territoire, Nicolas l'évoquait, beaucoup de compétences environnementales, les déchets, l'eau, l'assainissement, l'eau pluviale, la GEMAPI,
L'habitat qui est une compétence lourde, les gens du voyage, des compétences pas toujours faciles à exercer. On a quelques compétences optionnelles et après, on a des mutualisations. Mutualisation, c'est des compétences choisies, en général sur le principe où ça peut s'appliquer partiellement sur un certain nombre de communes, mais pas pour tout le monde. Alors ça veut dire que comment sont prises les décisions finalement? Expliquez-nous un petit peu. Donc, Il y a un principe. Le principe, quand on a une politique à appliquer sur un territoire, ça ne peut se faire qu'en pleine osmose avec le vœu de la commune. On doit être d'accord. On n'imposera pas à une commune de faire quelque chose sur son territoire. L'autre grand changement en matière de DVECO, parce que c'était aussi... le développement économique. Le développement économique, c'était quand même le grand sujet. C'est ce qui a fondé la création de l'ex-communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency. C'était la volonté de faire quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la compétence économique, c'est ça que vous voulez dire? On l'avait depuis 2002. Vous l'avez mais renforcé. c'est le message que l'on passait en permanence aux entrepreneurs et aux créateurs, c'est de dire que c'était quand même pour la première fois que l'impôt économique était utilisé pour de l'investissement à destination de l'économie. On a 17 zones d'activité. Sur certaines, en création, on met jusqu'à 10 millions d'euros pour permettre la création et faciliter l'emploi. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un territoire qui, avec la vallée de la Bièvre, étaient les deux principales poches de sous-emploi de toute l'Île-de-France. Par des choix. Des choix, c'est l'étalement urbain, c'est le pavillonnaire, et c'était 80 à 85% de nos actifs quittent le territoire tous les matins. Oui, et puis compte tenu des problèmes de transport que nous avons en Île-de-France, c'est peut-être quand même bien qu'on ait cette prise de conscience de vouloir dire moi j'aimerais bien travailler proche de chez moi et pas faire 3 heures d'embouteillage tous les matins. C'était l'autre prise de conscience aussi au moment des fusions imposées Bicos Métropole de 2016, de dire quel intérêt de se marier avec nos amis dans le prolongement de la vallée de Montmorency, nos amis de l'ex-Vallée-Forêt. Pour le citoyen du territoire, qui est frontalier pour beaucoup d'entre eux de la Seine-Saint-Denis, son regard sur l'emploi, c'est Paris et la petite couronne. Sur l'éducation, c'est Paris 13. Sur ses loisirs, c'est Paris, la petite couronne. Quel était l'intérêt de leur dire pourquoi regarder vers le nord? Après, quand on est positif, on dit on est la porte d'entrée de la métropole, porte d'entrée nord. On espère ne pas devenir les communs du château dans le futur. Bien sûr, oui, c'est ce que rappelait Franck Marien tout à l'heure. Nicolas Portier. Oui, enfin, c'est un enjeu. Patrice a raison de rappeler que la complexité, la densité de cette région Île-de-France, la métropole étant en effet sans équivalent en France en termes de... Déjà, certains la considèrent trop petite parce que dans sa définition actuelle administrative, elle ne recouvre pas les grandes fonctions aéroportuaires, un certain nombre de centres de recherche de rang mondial, comme Saclay, sont en dehors. Donc on a un débat depuis 15 ans à peu près, savoir quel est le bon périmètre de la notion de métropole au sens géographique, économique. L'institution métropolitaine, c'est juste les communes, un peu avec quelques exceptions, mais les communes des départements dits de première couronne. Et les flux sont dans tous les sens dans cette région. On voit bien que l'organisation des transports. Mais la réorganisation quand même des intercommunalités, y compris dans cette région, de notre point de vue, même si c'est très différent d'une agglomération régionale où le bassin d'emploi tient dans une seule intercommunalité, où les entreprises, les salariés des entreprises finalement trouvent leur logement au sein de la même intercommunalité, et l'ensemble des fonctions du quotidien. Île-de-France, on voit bien que les intercommunalités elles-mêmes, il y a des flux qui sont entre Paris, les différentes intercommunalités. En même temps, il y a quand même un travail qui peut être fait quand même pour essayer de rapprocher le type d'emploi, d'activité attiré dans certains territoires et les personnes. Parce que l'Île-de-France est à la fois l'excellence mondiale, puis en même temps, je suis frappé, et l'Institut d'aménagement d'urbanisme, qui a changé de nom, mais qui a fait une étude qui montrait que les inégalités territoriales, spatiales en Île-de-France continuent de s'accuser, de s'accroître. Donc on a quand même des problèmes, il y a des fractures qui sont quand même très problématiques. On a quand même d'ailleurs en France on parle des politiques de banlieue, la notion de banlieue c'est surtout très francilien. Il y a des problèmes de quartiers difficiles dans beaucoup d'autres agglomérations, c'est plutôt les villes-centres, dans le sud de la France par exemple. Donc on a quand même ces sujets qui marquent l'opinion nationale, et donc on a des sujets de cohésion territoriale
en Île-de-France qui sont considérables devant nous. Et arriver à rapprocher les types d'activités, notamment pour les populations les plus éloignées de l'emploi, la fonction d'attractivité internationale sur les populations fragiles qu'il y a en Île-de-France, là, il doit y avoir un travail, me semble-t-il, très difficile à faire, mais pour arriver à ce qu'il n'y ait pas des effets, même au contraire, d'éviction par les pressions foncières, des activités qui permettent un petit peu d'insérer des populations en difficulté ou qui sont assez éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est un travail de chirurgie qui est bien sûr engagé par un certain nombre d'intercommunalités pour rapprocher et peut-être aussi réduire pour certaines populations les besoins de déplacement, parce qu'on voit bien qu'aussi la soutenabilité du système de transport, d'où le Grand Paris Express, etc. Mais la soutenabilité du système de transport francilien, elle est aussi interrogée avec la volonté. On voit bien que les déplacements en transport collectif ont progressé. Il y a une réduction de l'usage de la voiture, c'est une bonne chose. On voit bien que les lignes sont saturées. Donc c'est un enjeu aussi d'arriver, me semble-t-il, au sein des territoires intercommunaux qui se constituent, dans la métropole, les établissements publics territoriaux, qui sont des échelles d'intercommunalité qui gèrent les services publics qu'on a évoqués, qui gèrent les activités économiques, d'arriver justement à essayer de trouver des types d'activités qui puissent profiter aux populations de leur territoire. Donc on peut résumer que finalement les grands domaines que vous gérez, ce sont en intercommunalité, ce sont les services publics comme vous avez dit, et puis le développement économique, on peut résumer ça comme ça pour que les auditeurs, c'est ce qu'on appelle des projets structurants. Par exemple, ce que disait Nicolas, pour maintenir des lignes de bus, on met près de 1,5 million tous les ans pour couvrir les déficits entre ce que Île-de-France Mobilité met pour aider, de façon à garder certaines lignes de bus pour desservir certains territoires. On ne peut pas être uniquement sur une logique de rentabilité de la ligne pour la maintenir. Bien sûr. Bah oui, parce qu'on voit bien les déplacements transversaux sont inexistants. En Val d'Oise, en tout cas, on le vit tous les jours. Il y a d'autres départements de petite couronne qui ont la chance que le métro arrive jusque chez eux, mais en Val d'Oise, il n'y a rien. Donc, et vous n'avez même pas à voir le nouveau projet, en fait. On n'a qu'une gare de prévue dans le grand projet. Dans le Grand Paris, donc. Tout comme on n'a toujours pas comme on n'a toujours pas de lycée international, alors qu'on a une grande zone dans Val d'Oise industrielle. Si je peux me permettre, lorsque l'appel à projet a été fait sur le projet de Christian Blanc, on était le seul territoire à dire qu'il n'y avait aucune raison d'avoir une gare sur cette partie du département. On était en disant ce que l'on veut, c'est l'interconnexion avec Pleyel. Parce qu'on a la ligne H, on a la branche de la ligne H côté vallée de Montmorency, on a la branche de la ligne H côté... quel était l'intérêt d'avoir une ligne qui soit vide à longueur de journée? Alors là, c'est une position qu'on a défendue avec Lux Rayano, de dire on n'est pas là pour se faire plaisir. On ne va pas dire il ne faut pas que la ligne passe par Pleyel pour qu'elle puisse passer par la vallée de Montmorency. Oui, mais enfin, en attendant, le point de jonction à la ligne H, il a disparu du projet. Alors j'espère qu'on va réussir à le remettre. Mais on ne l'aurait jamais eu. De toute façon, on se serait fait plaisir à le demander. On ne l'aurait jamais eu. On n'aurait jamais eu. Alors donc, les grands enjeux du futur pour vous, intercommunalité, je veux dire, on a bien compris que c'était donc le logement, on a compris que c'était le transport. Est-ce qu'il y en a d'autres? Déjà, le prochain mandat, on a parlé tout à l'heure de la loi 3D. Le prochain mandat, c'est déjà de bien réinstaller. D'abord que les Français, nos concitoyens, comprennent bien ce qui s'est passé depuis 10 ou 15 ans dans la réorganisation de nos territoires, l'importance prise par les collectivités, les responsabilités des élus locaux, des maires. Certains se déclarent fatigués parce que leurs responsabilités s'accroissent. L'intensité des réunions dans l'intercommunalité, mais les Français comprennent bien l'importance de tous ces sujets. Des transports, du quotidien, du logement, des services publics, leur attachement. Donc l'importance des prochaines élections locales pour désigner des élus et la nécessité dans les communes et leur intercommunalité, parce que maintenant ce phénomène est général, qui se sont de plus en plus emboîtés pour éviter des conflits de tous les jours, pour la coordination de l'intercommunalité de ces communes est de plus en plus nécessaire au quotidien, de bien réinstaller ce qu'on appelle dans notre jargon les gouvernances. Donc, ils sont prévus d'ailleurs dans les textes récemment votés, à la toute fin de l'année, des rendez-vous pour installer une conférence des maires, pour s'assurer que les maires travaillent bien ensemble dans leur intercommunalité, pour organiser à travers des pactes de gouvernance les relations quotidiennes entre communes et intercommunalités. Là, c'est déjà bien faire fonctionner. Après, nous avons un enjeu devant nous, c'est la réforme fiscale. Avec la suppression de la taxe d'habitation, il faut la remplacer dans les budgets. Donc, nous sommes en discussion avec le Parlement et le gouvernement pour voir comment va être remplacée cette taxe d'habitation dans les budgets communaux et intercommunaux. Et donc il y a eu un texte voté qui prévoit notamment un certain nombre de recettes de remplacement. Et puis après, il y a les deux grands défis du prochain mandat, et là on les a déjà évoqués
transition écologique, des mutations considérables. Et là, il faudra des solidarités dans les territoires, consommer moins de terrain, arriver à gérer, s'adapter au changement climatique, réduire nos consommations énergétiques. Beaucoup de choses se font dans les territoires, en agissant sur les mobilités avec des solutions alternatives à la voiture individuelle. Ce sont les grands sujets de développement économique. Je suis très sensible à ce qu'a dit M. Margaret, c'est offrir des emplois de qualité. Il ne suffit pas de dire combien d'emplois on crée, c'est quels emplois, quel salaire, quelle valeur ajoutée dans les territoires. Parce que même notre protection sociale généreuse, je ne suis pas intervenu sur les sujets de retraite, mais c'est déjà nous. On a 5 points de plus pour financer les retraites par rapport à notre PIB en France. Il va falloir qu'on fasse beaucoup de croissance, si vous voulez, pour financer notre système de santé qui est en grande difficulté aujourd'hui, nos systèmes assez généreux de retraite. Et donc la bataille de l'économie de la croissance est fondamentale. Mais quelle croissance? Pas la croissance d'hier, très productive, la croissance de demain, beaucoup plus qualitative, immatérielle. Et une croissance pour tous. Et ça, il suffit d'en faire un slogan. C'est d'arriver à faire en sorte que la croissance dans les territoires, et je m'arrêterai là, produise du développement social local. Et il y a, dans certains endroits, des territoires qui accueillent des activités qui créent de la croissance, mais les résultats ou le dividende de la croissance s'en va ailleurs. Les hauts salaires dans le territoire, donc les salariés s'en vont. Le soir, ils rentrent chez eux, ils habitent à 30 km. Le territoire est juste finalement à subir des externalités. Ça peut être des activités, en effet, qui rémunèrent assez peu le tourisme, certaines activités qu'évoquait M. Margaret tout à l'heure, qui en effet font le numérique, des formes de distribution, Amazon demain, etc. Mais toute la marge bénéficiaire s'en va et même parfois expatriée dans des paradis fiscaux avec des pratiques d'optimisation fiscale agressive. Donc si on veut que ces types d'activités profitent davantage à tous dans les territoires, c'est un sujet d'arriver à réconcilier le territoire comme lieu où se crée la croissance et le développement que ça induit dans les territoires. Donc voilà un peu les grands défis de demain. Mobilité, transition écologique, action sur le pouvoir d'achat des ménages par réduction de ce qu'on appelle les dépenses contraintes, notamment en agissant sur les questions d'énergie, les questions de déchets, les questions d'eau. Voilà un petit peu les grands défis pour nous du prochain mandat. Alors justement, il nous reste 2 minutes d'antenne. Patrice Giraud, est-ce que cela va modifier votre organisation et va vous obliger à prendre des nouvelles compétences ? Non, les nouvelles compétences, c'est déjà de bien assumer celles que la loi nous donne. Mais c'est un partenariat actif avec les communes. Après, c'est une logique aussi, une logique budgétaire. C'est en fonction des moyens dont dispose l'intercommunalité. Nicolas a évoqué la réforme de la taxe d'habitation. On a eu la réforme de la taxe professionnelle dans les années 2010. Automatiquement, les moyens mis par l'intercommunalité dans ces politiques publiques seront fonction, de la volonté des élus de les assumer pleinement. On évoquait tout à l'heure, sur le territoire de Plaine-Vallée, qui est un petit territoire, on a 25 agents qui travaillent sur l'économie. Depuis l'insertion par l'économie, parce que c'est un point important à ne pas oublier. Après, on récupère aussi les populations que Pôle emploi n'arrive plus à gérer, et où il faut essayer de trouver des débouchés. Et puis, je mets toujours en parallèle le fait qu'on est un petit territoire et qu'on est quand même très tributaire de ce qui se passe chez nos grands voisins. Bien sûr. Il y a 6% d'emplois industriels sur le territoire qui se partagent globalement entre le BTP et la sous-traitance aéronautique. Donc, j'entends toujours les messages sur Charles de Gaulle. Cela étant, beaucoup d'emplois qui sont sur le territoire encore à valeur ajoutée sont des emplois liés à l'aéronautique. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur les intercommunalités. Je rappelle donc que les élections sont le 15 et le 22 mars. Eh bien, allez voter parce que c'est important. Franck Margrin, vous présentez d'ailleurs dans le 12e. On vous souhaite bonne chance. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus ce matin à l'antenne pour expliquer tout ça. C'était donc une émission sur l'attractivité économique et l'intercommunalité. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook Bar de l'économie. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi. Bien, voilà.